Bonjour à tous, on se retrouve donc aujourd'hui pour un nouveau chapitre, chapitre A7, qui va être un chapitre qui est long, qui est sur la chimie organique. Donc on va pas faire tout le chapitre parce qu'il est relativement long. Donc ce chapitre porte sur la chimie organique et notamment sur les stratégies de synthèse qu'on a en chimie organique pour optimiser la réaction. Donc c'est parti pour ce chapitre. On commence par le grand 1 qui est la représentation de molécules. Donc pour représenter une molécule, on a plusieurs possibilités. On a la représentation de Lewis qui était utilisée en seconde. Cette représentation, en fait, on va mettre le doublé non liant, elle n'est pas du tout répandue, et elle est juste pour un peu expliquer comment se forment les liaisons. On a la formule développée, qui elle est aussi très longue. On commence à gagner du temps avec la formule semi-développée, et la meilleure, celle qu'on préfère tous, hein, c'est la topologique, même si elle n'est pas facile à comprendre dès le début. Donc l'idée, c'est qu'on ne va pas représenter les atomes de carbone et les atomes d'hydrogène, on ne va pas mettre de lettres pour ces derniers, et pour les atomes d'hydrogène, je précise que c'est uniquement ceux qui sont liés aux atomes de carbone. Tous les autres, on va les mettre. Et enfin, dernière chose, on va tenir compte de la géométrie de la molécule, c'est-à-dire qu'on va avoir des angles dans cette représentation. On a des angles qui sont aux alentours de 109 degrés, qu'on retrouve dans les molécules. Donc voici donc un exemple avec le propane, C3H8. Donc voilà ce que ça fait en formule développée. En formule semi-développée, déjà, on commence à gagner du temps. En présentation topologique, c'est top, puisqu'on va avoir ni de lettres pour le carbone, ni pour les hydrogènes, puisqu'ils sont tous liés au carbone. Donc ensuite, on va voir ensemble tout le type de chaînes carbonées qu'on va retrouver. Donc en gros, on a linéaire, quand tous les atomes de carbone sont les uns à la suite des autres. Donc voilà à quoi ressemble une chaîne linéaire. Voilà, tout est à la suite. On a la ramifiée. Donc on observe en fait une ramification quand un atome de carbone est lié à plus de deux autres atomes de carbone. Donc voici l'exemple qui va apparaître dans quelques instants. Donc c'est ici. Vous voyez que cet atome de carbone est lié à un atome de carbone ici, à un autre atome de carbone ici, et à un troisième atome de carbone ici. Ce qui fait que là, en fait, c'est ici qu'on a une ramification. Donc la partie linéaire est ici, et là, ce CH3 en plus est une ramification. Et enfin, on a cyclique, qui est assez particulier. On a un enchaînement de carbone, mais ça se referme sur lui-même. Ça fait donc en fait un cycle. Hein. Exactement, donc là, on va voir une formule, ici présente. Donc voilà, par exemple ici, donc on voit bien que ça se referme sur soi-même, c'est-à-dire qu'on fait... alors un rond, alors en fait c'est un hexagone, et en plus je vous ai rajouté une ramification, puisqu'on peut avoir et du cyclique et de la ramification. Autre point de vocabulaire, si la chaîne carbonée va comporter des liaisons doubles, voire triples, on va ensuite dire que la molécule est insaturée, c'est-à-dire qu'elle peut accueillir des atomes supplémentaires à l'issue d'une réaction chimique si la liaison est détruite. Donc là c'est insaturé, présence de liaison double ou triple, et quand on va entendre saturé, c'est que des liaisons simples et qu'on ne peut rien rajouter. Voilà, ensuite un petit point particulier, ce sont les isomères de constitution. Donc un petit exemple, c'est que vous allez vous amuser à représenter la molécule de formule C2H6O. Donc un petit rappel sur le nombre de liaisons. Vous avez droit qu'à une liaison pour l'hydrogène, 4 pour le carbone, 3 pour l'azote, 2 pour l'oxygène et 1 pour les halogènes. Donc ça se retrouve en fait avec la structure électronique. Hein. Ça, c'est vu en secondes. Donc là, le temps que je passe à la diapo d'après, vous pouvez mettre une pause. Vous allez essayer de me retrouver deux représentations différentes pour C2H6O. Donc vous allez essayer toutes les combinaisons et puis on va sortir deux qui seront carrément différentes. Donc réponse juste après cette diapo. Donc voilà. Donc en gros, on obtient deux molécules qui sont différentes. Donc là, je vous ai fait en représentation spatiale. Donc on a ici un carbone-carbone, puis l'oxygène. Et là, par contre, on voit que l'oxygène est entre les deux atomes de carbone. Donc on a bien deux molécules qui sont différentes. Donc là, ce sont des isomères de constitution, parce que ce sont des molécules qui avaient, on va dire, la même formule brute, c'est-à-dire C2H6O, mais par contre, quand on commence à développer, donc rien qu'au niveau de la semi-développée, c'est différent, et donc ça, on va parler d'isomères de constitution. Alors ensuite, c'est pas au programme de terminale, mais ensuite, on peut même aller plus loin, parce qu'il y a même des molécules qui ont la même formule semi-développée, il faut pousser plus loin pour voir la différence. Mais ça, ce n'est plus au programme de terminale, ça l'était avant, mais plus maintenant. Donc en fait, même formule brute, ok, mais ensuite, hein, ils ont carrément des différences, donc ça, c'est pas la peine de le noter, c'est juste à titre indicatif, puisqu'on voit donc que une, c'était l'éthanol, donc vous voyez, à température d'ébullition 79, etc. Alors que l'autre, le fait d'avoir l'oxygène au milieu, on n'a carrément, mais carrément aucun rapport entre les deux. Donc le fait d'être isomère, hein, c'est parce qu'on a la même formule brute, sur quoi on a beaucoup de différences.
Et voici donc l'exemple ici. Donc ensuite en cours, on va s'amuser à trouver d'autres isomères, avec des formules un peu plus complexes. La nomenclature des molécules, donc ça, je vais consacrer, c'est vu en cours, et puis je vais peut-être consacrer une vidéo à part, pour expliquer comment ça marche pour la nomenclature des molécules. Donc là, on va juste voir fiche méthode, et puis ensuite, autre vidéo en cours pour comprendre comment ça se passe. Donc sur le coup, je passe au rang 5, sur la notion de polymère. Donc qu'est-ce que c'est un polymère? Il s'agit d'une grosse molécule, donc une macromolécule. Et en fait, c'est l'assemblage de grandes molécules, on va les assembler les unes à la suite des autres. Et donc, on va avoir un polymère. Donc la petite molécule de base qui va se reproduire, on va dire, en très grande quantité, on appelle ça le monomère. Et ensuite, il faut savoir que les polymères, on peut en trouver d'un point de vue naturel. Et ensuite, nous, on s'amuse également à fabriquer parce qu'il y a pas mal d'applications. Et donc, si on les fabrique, bien sûr, ils seront d'origine synthétique. Donc, c'est une définition à connaître. Et donc, on va voir quelques exemples de polymères pour que ça soit plus concret. Donc, en gros, voilà, par exemple, le polystyrène. Donc, voilà ce que c'est le polystyrène. Donc, c'est fait à partir du styrène. On va obtenir le polystyrène. Et donc, en gros, ce qui va se répéter à l'infini, c'est ce motif-là. C'est-à-dire que vous voyez, hein, effectivement, qu'on a toujours CH2, CH et ce cycle. Donc là, en fait, hein, c'est un cycle avec 6 carbones, avec 3 doubles liaisons en alterné. Et vu que ces doubles liaisons se baladent, on a tendance des fois à représenter par un cercle. Et donc, on a 3 doubles liaisons à l'intérieur. Et donc, vous voyez effectivement que ça va se répéter plein de fois. Alors, le nombre est variable. Donc, on va juste dire que ça se répète n fois. Et donc, ça, en gros, c'est le motif. Donc, vous, des fois, quand on vous montre une molécule, le but du jeu est de retrouver ce qui se répète n fois. Ce qui n'est pas trop compliqué en soi. Donc, la différence par rapport à la molécule de base, hein, c'est que là, on n'a plus la double liaison. Puisqu'en fait, cette double liaison, elle est intéressante. Ensuite, elle va servir à lier une autre molécule, etc. Donc, elle disparaît, elle n'est plus là. Et c'est ce qui permet ensuite la répétition, en fait. Donc, le motif est légèrement différent de la molécule de base. Donc, bien entendu, hein, le polystyrène, c'est synthétique. Hein. C'est fait à partir donc, du styrène, et donc c'est un isolant qu'on utilise également dans les emballages. L'amidon, donc l'amidon, voilà, là, on a effectivement le motif, donc c'est quelque chose qui se répète n fois. Ça, voilà comment on va représenter le polymère. Donc n est un nombre variable, hein, ça peut être 100, ça peut être 1000. On n'a pas vraiment de nombre bien défini. Et donc ça, bien entendu, l'amidon, hein, c'est quelque chose qui est naturel. Ensuite, on a le polyéthylène. Donc voilà, c'est fait à partir de l'éthylène. Voilà comment ça se répète. Donc de nouveau, on a la disparition de la double liaison. Donc ça, sans le petit n, ça serait le motif. Et quand on va mettre n, c'est plutôt la représentation du polymère. Donc on a une succession de CH2 en fait. Donc là aussi, c'est synthétique. Hein, on le retrouve dans les sacs plastiques et les flacons alimentaires. Et puis vous avez d'autres exemples dans votre livre, en page 225. Le problème qu'a le chimiste, c'est que des fois, il va rencontrer des réactions qui sont non totales. Donc lui, ce qu'il va s'amuser à faire, c'est qu'il va optimiser la synthèse. Donc il a plusieurs problèmes. Le premier problème qu'il va rencontrer, c'est que des fois, la réaction est lente. Donc lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va augmenter la vitesse de réaction. Donc là, pour augmenter la vitesse de réaction, il y a plusieurs possibilités. On est sur les facteurs cinétiques. Déjà, le choix du solvant va être important. On va introduire des catalyseurs. Alors, le catalyseur, c'est hyper répandu. Hein, c'est vraiment le nerf de la guerre dans l'industrie. Et puis un truc tout bête, c'est l'augmentation de la température, puisque tout simplement, plus on chauffe, plus les chocs cinétiques vont être efficaces, puisque les entités vont aller plus vite, et donc bien sûr l'augmentation de la température est pertinente. Alors, c'est pas systématique, puisque des fois, il y a des réactions qui sont tellement exothermiques, c'est dangereux de chauffer, donc voilà, température c'est bien, mais pas systématique, parce que des fois, on n'a pas de problème de vitesse de réaction. L'autre chose également intéressante, c'est l'optimisation du rendement de la réaction. Alors, comme je vous dis, hein, on va rencontrer souvent des réactions non totales. Donc en fait, il y a le Châtelier en 1884 qui a énoncé ce petit principe sur le déplacement d'équilibre. Il a dit, ben voilà, en fait, le système chimique va toujours s'opposer à ce qui se passe, à la perturbation. Alors qu'est-ce que c'est une perturbation? Ben, par exemple, le TP qui a été fait sur la synthèse de l'arôme de rhum ont supprimé du milieu réactionnel le rhum qui était en train de s'évaporer. Donc sur coup, qu'est-ce qui se passait? Ben, le système s'opposait à la disparition du rhum, et donc on fabriquait du rhum. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'il faut mettre? Ben, soit on met un réactif en excès, dans ce cas-là, le système va s'opposer ce réactif, donc vers la création du produit, ou soit on peut arriver à supprimer
le produit du milieu réactionnel. Donc l'une des techniques possibles, c'est par exemple, si on arrive à avoir ce produit qui a la température d'ébullition, ou même l'un des produits à la température d'ébullition la plus faible, ça c'est possible. Ensuite, il existe d'autres systèmes, hein, comme le Dean-Stark, qui permettent effectivement de déplacer l'équilibre vers la droite pour rendre la réaction totale, même si à la base, elle n'est pas totale. Donc retenez bien ce principe, le principe de Le Chatelier, c'est que la nature, en gros, va toujours s'opposer à ce qui se passe. Donc je répète, si on a réactif en excès, ça va donner la création du produit parce qu'on va s'opposer à l'excès de ce réactif, ou si on supprime, on arrive à supprimer le produit milieu réactionnel, et bon, on va toujours le créer pour combler ce déficit. Donc voilà des exemples pour l'optimisation d'une synthèse. Voilà, ensuite, c'est les catégories de réactions. On va déjà s'arrêter ici pour la première partie, on était jusqu'au grand 6. Donc ça, c'était un petit peu les bases pour poser la chimie organique, et puis on se revoit très vite pour la suite des cours. Voilà, merci de votre attention, et à bientôt.